Je crois qu'il n'est pas besoin de rappeler de quelle manière notre modèle de développement actuel se heurte à un monde qui est fini. Il faut peut-être rappeler tout de même que 5 des 9 limites planétaires, qui sont d'ailleurs scientifiquement définies, sont aujourd'hui dépassées. Alors on connaît évidemment le changement climatique, on sait l'érosion de la biodiversité, on sait aussi le changement de destination des sols, et puis d'autres dimensions qui ne nous échappent pas ici. Bref, tout ça implique, on le sait, d'aménager différemment, de consommer différemment, de produire aussi et travailler de manière différente. Et je crois que notre responsabilité est entière. Notre collectivité en a une, en tout cas toute particulière, parce que nous injectons des centaines de millions d'euros chaque année à l'échelle du département. Alors même si, et c'est une limite, ce budget n'intègre pas la dépense sociale, on sait pourtant que c'est une dépense prépondérante de notre budget, de la même manière qu'on ne mesure pas l'intensité de l'impact, parce que toutes les dépenses défavorables sont placées sur un même plan, quelle que soit leur acuité. Et au fond, il reste donc 29 millions de dépenses favorables et 15 millions de crédits défavorables, ce qui doit nous rendre modestes, mais ce premier budget de vert, c'est un point de départ. C'est un point de départ, et l'on voit déjà les points ou les politiques qui sont questionnés, à l'image des routes. 1 million de dépenses favorables, 7 600 000 euros de dépenses défavorables, 23 millions d'euros considérés comme neutres. Il y a donc des leviers considérables pour repenser la mobilité, les modes de déplacement. Nous avons souvent souligné cet aspect des choses ici, et l'on sait bien qu'il faut sans doute orienter vers des stratégies à bas carbone, plus effectivement que des aménagements dédiés aux voitures. Nous sommes très heureux de constater que effectivement l'audit nous sera rendu en mars concernant la réorganisation des routes qui dépasse et de loin le sujet du budget vert, mais il est vrai, je crois quand même que l'on aurait pu, et de longue date, nous indiquer, parce que vous avez suivi les kilométrages effectués par les véhicules et les engins du parc depuis la réorganisation, et j'ose espérer que le rendu qui nous sera fait en mars intégrera bien ces éléments en dynamique depuis quelques années et non pas depuis l'année du diagnostic en 2022, ce qui serait pour le coup tronquer les choses. Moi je crois que cet outil, en tout cas du budget vert, et je lui rends crédit, doit permettre aussi de fixer des marges de progrès. Et je veux prendre l'exemple de la restauration collective dans les collèges, par exemple, parce que l'on pense que nous devons tendre vers plus que le seuil légal, c'est-à-dire tendre vers les 3/4 de produits issus de l'agriculture biologique et locale, et tout cela participerait au bien manger, par exemple, qui est une priorité, évidemment, pour conforter des filières, et devrait également ajouter aux dépenses favorables de ce budget. Et puis, l'on pourrait aussi évoquer, c'est une proposition, l'éco-conditionnalité des aides, puisque nous savons que le département accompagne, et il le dit souvent, beaucoup de partenaires, collectivités ou autres associations. Je crois qu'une notion d'éco-conditionnalité pourrait là encore nous permettre de gagner, si j'ose dire, en millions ou en dizaines de millions de dépenses favorables. Et puis il y a aussi une dimension qui a trait aux aménagements et aux constructions, desquelles je voudrais parler, notamment au regard de l'empreinte foncière, parce que c'est un sujet de préoccupation. Et cette empreinte foncière, elle est considérée comme négative lorsqu'il s'agit d'aménagements propres au département, mais pas lorsqu'il s'agit de production de logements sociaux. L'on ne considère pas effectivement que nos aides ont un impact plus ou moins favorable selon que l'on utilise des surfaces déjà urbanisées ou non. Je crois que ce serait intéressant effectivement que d'intégrer cette évolution. Et puis, plus largement, Monsieur le Président, ce matin, dans votre propos liminaire, vous nous aviez dit craindre quelques esprits chagrins. Alors, moi, j'ai entendu ce matin, effectivement, un membre de votre majorité nous dire tout l'intérêt qu'il accordait à l'espérance de vie en bonne santé quand vous approuviez, dès demain, visiblement, la réforme des retraites en cours. Je ne sais pas si vos points de vue sont réconciliables ou pas. En tout cas, moi, je vais faire preuve d'esprit critique, vous me le permettrez. Et en particulier, je voudrais aborder cette présentation budgétaire sous 3 angles. Le premier, c'est celui de la sincérité. En quoi la prévision
est-elle fiable au regard du contexte à la fois connu et incertain? Le second angle d'approche, c'est celui de l'ambition. En quoi ce budget répond aux défis qui s'imposent à nous? Et le dernier angle questionne la capacité à agir de notre collectivité dans un contexte, vous l'avez rappelé, institutionnel, mouvant et parfois bien peu propice. Alors, il y a des moments immanquablement où l'on peut douter des prévisions et des ambitions affichées. Revenons à 2022, si vous voulez bien, à pareille époque. J'avais pour ma part souligné de quelle manière vous aviez gommé au bas mot 20 millions d'euros de recettes, quasi certaines, en tout cas fort probables. Je disais à l'époque au bas mot 20 millions d'euros. Eh bien, un an plus tard, nos dires se vérifient, puisque ce sont près de 40 millions d'euros de recettes supplémentaires qui ont été perçus l'an dernier, à la fois au titre des droits de mutation à titre onéreux et la fraction de TVA qui nous revient. D'ailleurs, l'épargne, après évidemment dépenses, l'épargne nette, elle, a progressé de 19 millions d'euros. Si je le souligne, ce n'est pas pour faire un effet de manche, mais parce que les défis sont immenses, il faut les relever, nous le savons, et je pourrais par exemple, oui, si j'étais esprit chagrin, dire de quelle manière les crédits dédiés au sport, par exemple, sont à tonnes depuis 2015, de quelle manière ceux qui sont dédiés au tourisme et à la culture sont en baisse. Chacun le sait ici, nous l'avons déjà dit, je n'insiste pas. Je vais plutôt évoquer d'autres chantiers qui ont été abordés dans le rapport du budget vert, en particulier de la rénovation thermique et de la mobilité, qui sont évidemment essentiels pour un territoire qui devra tendre vers la neutralité carbone. C'est une obligation qui nous est faite. Alors, ma question est de savoir à quel montant s'évalue l'ensemble des travaux de rénovation de notre patrimoine départemental et de fait, cela nous dira à quel horizon l'un sera au rendez-vous. Les besoins sont tout à fait massifs dans ce domaine, puisque nous devrons traduire les choses en investissement. Et les projections, elles sont, disons-le, si ce n'est à tonnes, en tout cas en peu d'évolution. 3 millions d'euros de plus en 2023 affichés pour l'investissement, c'est moins de 2% de progression, c'est surtout 7 fois moins que la progression de notre épargne. Et je vais prendre un exemple, celui du logement. Le logement est au cœur de nos vies, c'est même le principal poste de dépense des Indinois. C'est d'ailleurs aujourd'hui près de 20% de leurs revenus, c'était 16% il y a 20 ans. Donc cette part augmente dans le budget des habitants. Alors, on sait aussi, le constat en a été fait à l'occasion des assises, que nous avons peine à accueillir les nouveaux arrivants, parce que notamment le logement social est à la peine. On sait évidemment par honnêteté l'impact des décisions nationales récentes, mais notre département n'investit pas plus aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Je dirais même moins, beaucoup moins, si on intègre l'indice de référence des coûts de la construction. Aujourd'hui, avec 18 millions d'euros, c'est-à-dire le même montant qu'en 2015, notre effet de levier, notre capacité d'intervention est diminuée d'un quart. Alors, comment aujourd'hui vouloir mobiliser à l'occasion de prochaines assises le plus grand nombre d'acteurs de ce département, nos collectivités en particulier, si nous ne mettons pas nos engagements financiers à niveau? C'est un préalable, me semble-t-il. On sait aussi que le logement social, il est essentiel pour la mixité et la densité des opérations, et notamment en milieu rural. Parce qu'il faut aujourd'hui, dans les opérations, si l'on veut atteindre les objectifs de, non pas de zéro artificialisation nette, mais en tout cas de moindre consommation foncière, il faut des opérations qui conjuguent évidemment le petit collectif ou les maisons jumelées. Et donc, si le logement social n'est pas au rendez-vous dans le milieu rural, eh bien, la sobriété foncière va être mise à mal. C'est une question de souveraineté alimentaire qui va se poser. Il faudrait en tout cas, à notre sens, consacrer au moins 5 millions d'euros supplémentaires à la production de logements dans l'Ain, si on voulait ne serait-ce qu'effectuer ou rattraper, en tout cas, ces 8 dernières années, si l'on intègre donc l'effet inflationniste. Et puis, il me semble aussi, j'allais dire que 2 années ou à peine après son installation,
notre collectivité, elle doit fixer le cap des ambitions et elle doit effectivement afficher aussi, politique par politique, son intention. Enfin, c'est aussi pour moi l'occasion de dire de quelle manière, donc, vous l'avez souligné, le département va perdre sa part de cotisation à la valeur ajoutée au profit d'une fraction de TVA très mouvante. Bref, nous allons être privés de tout lien avec le développement économique. C'est regrettable, c'est surtout nuisible à l'accueil d'activités parce qu'on sait les efforts qu'il faut déployer pour accueillir de l'activité économique, j'allais dire parfois envers et contre tous. C'est aussi nous priver de moyens financiers. Et personne ici, je crois, les membres de notre groupe comme le vôtre, Monsieur le Président, ne souhaite être de ces élus gestionnaires d'une collectivité qui serait appauvrie. Alors j'ai cru comprendre que le Président de la République allait engager un débat sur les institutions. Alors, à la bonne heure. Moi, je ne sais pas si nous devons y croire, mais ce que je suis prêt à défendre avec d'autres, et avec vous, si j'ai bien compris, c'est l'idée d'un transfert de compétences et de moyens en direction des collectivités. Je crois qu'il faut que l'État cesse de vouloir être l'alpha et l'oméga de toute action publique. Il n'en a pas les moyens et, en tout cas, il est souvent inopérant. Il faut une nouvelle ère de la décentralisation. D'ailleurs, dans une enquête récente, 61% des sondés estimaient que les collectivités n'avaient pas assez de pouvoir. Donc c'est dire d'une autre manière que l'échelon local est perçu comme le plus efficace. Donc à nous de relever le défi. Bien, merci.